Toi, tu peux garder celui-là pour toi. Non, tu veux qu'on se l'échange? Parce qu'il y a celui-là aussi. Ah oui, d'accord. Bon, bien écoutez, bonjour à tous et toutes. Très heureux d'être parmi vous pour cette rencontre. Merci évidemment à toutes les équipes du nouveau Musée national de Monaco et toute l'équipe de l'École des Beaux-Arts et Thierry qui nous accueille. Donc effectivement, dans le cadre de l'exposition Monaco-Alexandrie, le grand détour, ville, monde et surréalisme cosmopolite, on vous propose une rencontre en 2 temps, comme ça vous a été décrit il y a quelques instants. Et on commencera donc effectivement par un dialogue, puisqu'on a la grande chance d'avoir avec nous Virginia, tout court. Et que ça fait longtemps qu'on avait envie de pouvoir partager avec un public comme vous, son parcours, sa vie, sa pratique, la sortir un petit peu aussi, pourquoi pas, du contexte de l'expo, parce que c'est vrai que dans le contexte de l'exposition, pour nous, Virginia faisait totalement sens, et même peut-être apporter un nouveau sens, peut-être, puisque c'est une exposition dans laquelle on met l'accent sur les carrefours entre Monaco et Alexandrie, entre l'Égypte et l'Europe méditerranéenne, mais pas seulement. Et donc, je vais vous faire une brève présentation de Virginia. On aurait beaucoup aimé vous montrer un extrait d'un documentaire qui a été réalisé sur elle en 2011. Malheureusement, ce ne sera pas possible pour des raisons techniques. Donc, on fera sans le film. Le film ? Eh, malheureusement, la technique nous a rattrapés. Mais bon. C'est dommage, mais on a des belles photos de tes sculptures. Et d'ailleurs, là, on commence avec une photo le jour du vernissage de l'exposition, avec Björn, justement, et son Altesse, qui sont aux côtés de Virginia, en train de regarder une sculpture qui s'appelle la Lionne Terre-Lune. Alors, avant de commencer notre petit dialogue, je vais vous faire une petite présentation très rapide. C'est une petite biographie résumée de Virginia Tentindo, qui est une artiste qui est née en Argentine dans les années 30, mais issue d'une famille italienne et de la grande immigration italienne en Argentine dès le début du XXe siècle. Virginia avait, et on reviendra peut-être là-dessus, un père qui était violoniste dans un orchestre de tango. Le tango et d'autres formes de danse comme le jazz ont accompagné Virginia toute sa vie durant, jusqu'au point vraiment d'être quasiment partie prenante de sa pratique. On pourrait dire que même sa pratique de sculptrice est influencée par sa passion pour la danse et pour le corps dans l'espace. Elle a exposé très jeune, elle a été formée dans les écoles des beaux-arts de Buenos Aires et elle a eu très tôt l'occasion d'exposer à Buenos Aires dans des galeries comme la galerie Peuser en 1947 ou la galerie Cried en 1952, une exposition qui s'appelait 8 jeunes artistes surréalistes. À ce moment-là, on était encore à Buenos Aires avant que Virginia... Galerie Cried de Buenos Aires. Et donc tout ça, je vous parle d'une Virginia qui avait à peine, qui avait entre 14 et 18 ans. Elle a commencé les études de beaux-arts alors qu'elle était une adolescente à 14 ans. Et après avoir eu ces expériences de galerie et d'exposition et aussi d'affinité surréaliste, donc elle s'est installée en France, mais elle s'est installée en France en passant par l'Italie. Tu es repassé par Naples, d'où tes grands-parents sont originaires, avant ton arrivée à Paris en 1953. Alors ça fait un croisement avec une autre artiste de l'exposition qui est Léonore Fini et qui elle aussi vient d'Argentine avec un background italien et qui s'est aussi installée à Paris en 1953 comme toi. Et donc, suite à sa période parisienne, dans laquelle Virginia fera des rencontres importantes, des rencontres qui détermineront aussi sa vie de femme et d'artiste, que ce soit avec des surréalistes français comme Philippe Soupeau ou des surréalistes argentins
qui eux aussi sont venus en France comme elle, notamment Julio Silva, avec qui elle a partagé sa vie pendant longtemps et qui était aussi son alter ego artistique. Mais il faut aussi citer Juan Andralis, qui était... Batle Planas. Oui. Cosa questo? C'est le maître de Julio Silva et de Andralis. Batle Planas, c'était effectivement le maître de ces deux... Bon, bah ça, tu vas nous raconter ça tout de suite. Et à la limite, tu peux commencer. Tu peux déjà commencer peut-être. On peut commencer le dialogue. Je te donne le micro? Les grands surréalistes. Non, ça va, vous m'écoutez? Non, parce que c'est mieux pour l'enregistrement. Bon. Tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier au bout d'un moment. Si j'ai pas l'habitude de cet engin-là. Batle Planas. Si, Batle Planas, c'était le grand surréaliste des années 26 à Buenos Aires, qui a formé, influencé beaucoup de gens, beaucoup d'artistes de l'époque, dont Julio Silva et Infantidis, Juan Andralis, un des plus grands artistes surréalistes argentins des années 50. Et moi, j'étais liée à ces groupes-là, mais j'ai fait toujours bande à part, parce que je ne voulais pas être influencée par Batle Planas. Et donc, j'ai fait mon chemin parallèlement, et je suis une surréaliste depuis que je suis née. C'est pas ma faute, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais raconter encore? Tu peux aussi nous raconter qu'est-ce que c'était l'expérience des Beaux-Arts à Buenos Aires, ou en tout cas tes meilleurs souvenirs de l'école d'art. Non, rien à voir. J'ai appris le dessin dans les 3 écoles. J'ai une formation très bonne des 3 écoles des Beaux-Arts. École Ernesto Belgrano, Pueyrredón et Ernesto de la Cárcova, École supérieure de Buenos Aires. Et comment une formation vraiment professionnelle, quoi. Et comment tu peux décrire l'ambiance pédagogique ou artistique? J'ai fait toujours bande à part. Toujours bande à part? Oui, c'est comme ça. Donc c'était très académique ou c'était très avant-gardiste? Oui, c'était très académique et j'étais une surréaliste, donc j'ai appris à m'exprimer comme mon instinct, comme tu vois dans mes sculptures, venait. Mais j'ai travaillé depuis toujours, la terre, c'est ma spécialité. C'est la matière que je domine le mieux. Là, je suis en train de montrer une photo de tes sculptures dans l'expo qui est au Nouveau Musée National, puisque justement, tu parles de la terre. Oui. En règle générale, les sculptures en terre cuite sont plus ou moins des prototypes pour les marbres et les bronzes. D'abord, j'ai une très grande production, très grande collection des prototypes qui sont dans ma vitrine au Bateau Lavoir, où j'ai mon atelier, disons c'est ma deuxième maison, l'atelier du Bateau Lavoir, où je suis rentrée dans les années 50. Et, donc j'ai une très très grande, j'ai 150 prototypes d'images, disons. Mais ensuite, je passe du petit format au grand format. C'est une autre expérience, c'est une autre manipulation où il faut savoir. C'est toujours histoire des connaissances. Oui, parce qu'il faut dire qu'en termes de format, Virginia travaille sur des formats très différents, du plus grand au plus petit, puisqu'elle est aussi très réputée pour ses bijoux, qui sont des bijoux uniques, travaillés comme des sculptures, et toujours dans la même veine, dans le même imaginaire de ces figures chimériques. Finalement, quand tu nous disais que tu es né surréaliste, ça veut dire que même dans ton enfance, tu te sentais un petit peu décalé, ou tu avais créé un univers, ou comment est-ce que ces figures C'est une construction des connaissances. C'est tu ne peux pas faire une représentation si tu n'as pas la connaissance de l'image et surtout à la base du dessin. Tu ne peux pas représenter une image comme je les représente dans mes sculptures si tu ne sais pas dessiner. Donc ma formation, c'est une très grande professionnalité du dessin. Mais depuis le départ, depuis 14 ans que dans les écoles des beaux-arts, j'ai appris le dessin. Mais d'où vient le fait d'avoir cet amour pour les chimères ?
c'est-à-dire les figures imaginaires, les figures mi-homme, mi-animal, mi-femme, mi-végétale. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour lequel tu avais déjà un penchant, même avant les surréalistes? Peut-être que tu avais déjà vu des figures chimériques dans des contes pour enfants, je sais pas. Hein, Non, ça vient comme ça. C'est venu comme ça? Instinctivement. Instinctivement. Oui. Après, il faut la connaissance. Parce que j'ai travaillé beaucoup le petit format, et du petit format au grand format. Et du grand format, on peut transformer aussi, par exemple, cette sculpture-là, qui est dans ce livre-là. Je peux la montrer parce qu'on l'a dans les... Oui, c'est cette sculpture... Je l'ai fait en petit format, ça veut dire à peu près 18 cm, 20 cm. C'est celle qui s'intitule L'angle du bac. L'angle du bac. Est-ce que Et ça, c'est une, comment on peut dire, une illusion. Ça veut dire, j'ai passé à l'angle du bac. J'habite rue du Bac, rue de Bonne à Paris. J'habite... c'est pour ça que ça s'appelle l'angle du bac. Rue de Bonne. Passant par la rue du Bac, il y a un angle qui donne sur la Seine. Et sur cet angle-là, il y avait une sculpture d'une femme qui montait, je ne sais même pas qu'est-ce que c'était, mais ça m'a inspiré cette sculpture-là. J'ai commencé à la faire. Et c'est venu tout seul, comme ça, avec les lions, et puis la caisse qui est au-dessus du lion, et cette femme qui écoute, qui a des écouteurs en forme de spirale, hein, parce que c'est des écouteurs qui sont en forme de... Comment on peut dire? Donc là, elle a deux écouteurs, comme tu dis, ou c'est des coquillages? C'est des écouteurs. Oui, et dedans, les coquillages, il y a une spirale. Voilà. Et il y a aussi une main qui vient la titiller là où je pense. Hein. C'est ça, qui signale le sexe. D'accord. Parce que c'est vrai que dans... Il y a le livre qui est devant elle. C'est dit avec des très jolies phrases de Cortázar. Et... Oui, d'ailleurs, si tu veux, on peut peut-être lire un passage du texte de Julio Cortázar. Oui, un très beau texte. Qui est évidemment un auteur très important et qui a croisé ta route, même vous étiez très amis. Oui. Je vais lire un passage justement de ce texte que Julio Cortázar a écrit sur toi en 1977. C'est un texte qui s'appelle Voyage vers un temps pluriel, et dans lequel Julio Cortázar essaye un petit peu de déchiffrer et de comprendre la complexité, on peut dire, de tes sculptures, la construction, justement, entre toutes ces parties de corps et tous ces symboles, tout cet agencement que tu as pu créer. Donc je vais lire un passage de ce texte. Un des plus beaux textes écrits sur moi. Absolument. Alors je vous lis un passage, et évidemment il faut penser et regarder aux sculptures de Virginia en écoutant ça. Je peux demander au public s'ils connaissent Julio Cortázar. Levez la main ceux qui connaissent Julio Cortázar. Attention à ceux qui ne lèvent pas la main. Je peux vous dire que... À l'espagnol. Dis donc, il y en a 3 qui ont levé la main. Hein. On n'est pas arrivé. Hein. D'accord. Mais bon. Mais bon, maintenant ils vont le connaître. Est-ce qu'il vit en espagnol? Non mais. C'était argentino. Oui, comme ça leur fait une petite intro, quoi. Si. Allez, je leur lis le passage. Ok? Allez, je cite. Dans ce multiple circuit de force où tout est ou peut être mandragore, gorgone, hermaphrodite, rite phallique, hiérogamie et pourquoi pas épiphanie, rien n'est donné sur un seul plan. Et la multiplicité des essences est, pour plusieurs de ces sculptures, comme une invitation à s'approcher et à toucher. Alors, on découvre que ces pièces ne commencent pas, ni ne finissaient à leur contour visuel, mais que le toucher est là pour ouvrir une seconde porte basse. Et un peu plus loin, il ajoute... On dirait que la nature s'interroge alors sur sa persistante monotonie et cherche à travers l'art quelque chose de plus que l'imitation que lui impartit Oscar Wilde, une rénovation capable de nous arracher à la routine génétique. De nous arracher à la routine génétique. Incroyable ça. Là, tout est suspension, parachèvement et ouverture vers de nouvelles constellations de formes. Là, il parle de tes sculptures, hein, bien sûr.
Et là, je finis juste parce que la fin est très belle. Par en dessous, surgissant, enlacés comme des constantes qui ordonnent et codifient cette liberté qui n'a rien du débordement, se répètent les images archétypes. Hein, on avait tout à l'heure une de nos amies qui disait « ce sont des images très archétypales ». Le serpent, l'accouplement cosmique et humain, la branche de fruits, le joyau, le crâne vide et écorché. Fin de citation. Donc ça, c'est un très beau texte et on voit que Julio Cortázar, il est complètement obsédé par l'idée que dans tes sculptures, non seulement il y a plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir tes sculptures en un regard. À la limite, il dit même on ne peut pas les saisir qu'en les regardant. Il dit qu'à la limite, si on veut vraiment comprendre ton art, il faudrait de toute façon mettre la main, tu vois, comme dans tous ces orifices, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans tes sculptures, qui ne sont pas que des orifices, qui sont aussi à chaque fois des espèces de points de renversement. On regarde la sculpture de derrière ou de devant. Une visitation de la sculpture. Est-ce que ça, justement, c'est visitation de la forme. Ça, justement, c'est des choses que toi, avant que Julio Cortázar écrive le texte, c'est des choses dont tu étais déjà totalement consciente, ou c'est des choses que des auteurs comme Julio Cortázar ont mis des mots peut-être là où toi, tu n'en mettais pas, ou alors pour toi, c'était déjà clair même avant qu'il l'écrive? Mes pièces sont venues par rapport à la connaissance que j'ai du dessin, d'abord, et ensuite la mise en œuvre et puis la manipulation de la terre. La terre, c'est moi. La terre, c'est moi. Je ne peux pas dire autrement. Alors ensuite, alors là, on a une photo de toi en train de travailler, justement. Ouais. Puisque tu nous parlais justement de ces gestes et de ce rapport à la matière. D'ailleurs, là, on te voit en train de travailler sur cette sculpture qui s'appelle la lionne Terre-Lune. Justement, faite par Julio Silva. C'est une photo de Julio Silva. Ouais. Est-ce que c'est les années 90 ? Peut-être. Bon, c'est vrai que j'étais pas sûr de la date, parce que dans la monographie, il y a écrit début des années 2000 pour cette photo. Mais j'avais un petit doute. Je me disais, est-ce que ça peut vraiment être le début des années 2000 ? Non, c'est avant. C'est avant. Ça me permet de vous montrer cette monographie, justement, qui est un des rares documents avec lequel on peut se documenter et trouver les visuels que je suis en train de vous montrer sur Virginia. Donc c'est une monographie qui est parue récemment, qui s'appelle Virginia Tentindo, les mains du feu sous la cendre. C'est dirigé par Christophe Dauphin et Odile Cohen-Abbas, aux éditions Les Hommes sans épaules, et vous pouvez le trouver à la librairie du Nouveau Musée National de Monaco. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous parler de ton expérience à Paris, quand tu es arrivé à Paris, ou peut-être un petit peu après ton arrivée? Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir Paris? Déjà, peut-être aussi, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à Paris, parce que tu as quitté l'Argentine très jeune, tu étais encore mineur et tu as dû convaincre tes parents de te laisser venir en France, donc c'était vraiment une aventure exceptionnelle. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter justement comment tu t'es, entre guillemets, arraché à ton pays et comment tu as vécu l'arrivée en France? Est-ce que la France ressemblait à ce que tu pensais? Est-ce que tu as tout de suite fait des rencontres artistiques ou pas? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment où tu quittes l'Argentine pour la France? C'est très simple. J'avais deux grands amis, Julio Silva et Juan Ifantidis. Juan Ifantidis, c'était mon premier amour. Et il est parti dans les années 47, 50. Et j'étais très endolorie de cette absence. Et je ne pouvais pas vivre sans la présence de cet homme. Et j'ai pleuré. Et mes parents étaient assez de mes pleurs. Et puis, je les ai convaincus que j'allais une année seulement à Paris pour visiter Paris, parce que c'était l'ombilic de l'art, Paris, dans les années 50. Tous les artistes du monde allaient à Paris. C'était extraordinaire. Américains, Tchèques, Allemands, tous c'était Paris. C'était extraordinaire. C'était un moment divin.
Et j'ai vécu ça, c'était fantastique. Mais c'était aussi divin que ça quand tu es arrivé à Paris? Oui, l'ambiance artistique, c'était, il n'y aura pas une pulsion aussi forte de l'art à travers les artistes. C'était extraordinaire. Et tu as rapidement fait des rencontres avec les artistes, ou ça a pris un peu de temps pour rentrer dans les cercles artistiques? Tout de suite. Après, les gagne-pain, c'est autre chose. On commence par des petits boulots, c'est pas évident, hein. Mais j'ai eu la chance de connaître Nelly Kaplan, qui était une artiste, une écrivaine que j'ai connue à Buenos Aires. C'est ça, qui vient d'Argentine aussi. J'ai rencontré donc à Paris et qui m'a présenté à Philippe Soupault. Philippe Soupault, qui était un poète surréaliste. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît. Qui connaît Philippe Soupault? Lève la main. Ah, un peu plus que Julio Cortázar. Eh bien, j'étais, disons, la main droite de Philippe Soupault, parce qu'il avait besoin d'un garde-corps pour les gens qui l'emmerdaient au téléphone, etc. Tu as été le garde du corps de Philippe Soupault? Quelque chose comme ça. Il m'a pris comme ça. On l'emmerdait moi, parce que c'est moi qui prenais les communications téléphoniques. D'accord. Et qui disait, il est occupé, vous ne pouvez pas le parler. Mais moi, ça a beaucoup d'années, j'étais comme la secrétaire, entre guillemets, de Philippe Soupault. J'ai appris beaucoup de choses avec cet écrivain qui était un être extraordinaire, magnifique, humainement. Et j'ai eu la chance d'être chez lui, lui faire des étagères, lui faire les tris des lettres, etc. Enfin, j'étais de la famille, comme de la famille de Philippe Soupault. Mais c'est grâce à Nelly Kaplan, qui connaissait André Breton et tous les groupes surréalistes de l'époque, qui m'a mise en contact avec Philippe Soupault, qui avait besoin de quelqu'un de mon profil pour être tous les après-midi chez lui. Mais moi, j'avais lu que tu faisais aussi des recherches pour lui, des recherches documentaires ou en bibliothèque. Il m'envoyait à la Bibliothèque nationale pour faire des recherches sur, par exemple, parce qu'il était un poète d'aujourd'hui, la collection des poètes d'aujourd'hui. Chez Segers. Chez Segers, oui. Et j'allais à la Bibliothèque nationale faire les recherches qu'il me demandait de faire. Ah, il dirigeait la collection poètes d'aujourd'hui, oui. Oui. Donc tu faisais des recherches. Il écrivait pour. Il écrivait les textes de cette collection. Surtout, il y en a eu pour Victor Hugo, si je me rappelle pas mal. Hein, c'était Victor Hugo. Et puis les poètes contemporains de l'époque. Oui. Enfin, c'est 2 ou 3 personnages. Ok. Oui. Et Nelly. Chaque fois un volume. Hein, chaque fois un volume. Donc, il travaillait beaucoup. Philippe Soupault était une bête de travail. C'était extraordinaire. Et donc, Nelly Kaplan, que tu as cité aussi, qui venait d'Argentine et qui est venue à Paris, qui a réalisé des films, c'est ça? C'est ça. Et il a fait La fiancée du pirate et l'ami de mes poupées. Parce que j'ai fait à l'époque aussi du film La fiancée du pirate, j'avais fait une collection des poupées. Avec des... Pour le film? Non, pas du tout. Pas pour le film? Non, pour le plaisir. D'accord. Pour la création. Et il me semblait que tu avais aussi fait quelque chose pour elle dans son film, justement. Là. Et il a pris donc une de mes poupées, il l'a mise dans le film La fiancée du pirate. D'accord. Elle a d'abord aimé tes figurines. Mais elle a écrit un texte magnifique sur moi. Oui. Nelly Kaplan. Je crois qu'on le retrouve d'ailleurs dans la monographie. Peut-être qu'il est là, oui. Donc La fiancée du pirate, c'est un film donc de 1979 de Nelly Kaplan, qui a été considéré comme un film, on peut dire, par affinité surréaliste et assez provocateur pour l'époque. Provocateur, en tout cas, 100%. Et ce n'est pas ta seule expérience on va dire, soit de décor ou de travail de figures ou de marionnettes pour le cinéma, puisque tu as aussi une expérience avec Abel Gans. J'ai eu une commande d'Abel Gans. Il y a un micro. J'ai eu une commande très grande d'Abel Gans pour le film Austerlitz, que vous pouvez voir, où j'ai fait la reconstitution du sacre de Napoléon avec les 50 personnages du sacre de Napoléon. En petite marionnette. J'ai fait une maquette vraiment d'un travail qu'on ne peut pas imaginer.
Et puis, vous pouvez les voir dans les films Austerlitz. Vous pouvez voir. Donc pendant... mon travail des maquettistes, oui. des personnages, a fait 50 personnages. C'était une commande qui m'a nourri pendant 2 ans, quand même. C'est un film de 1970, très je crois, Austerlitz. Oui. Et du coup... Il reste encore quelques personnages qui traînent dans mon Oui, on a vu dans ton atelier, il te reste les figurines qui ont été utilisées pour le film. Ouais. Et dis-moi, donc pendant ces années parisiennes... C'est à la Cinémathèque. Oui. Et pendant ces années parisiennes, tu as visiblement fait beaucoup de choses parce que tu as rencontré beaucoup de gens, tu devais aussi gagner ta vie, tu m'avais dit que c'était pas facile, qu'il fallait se battre, etc. Et donc Comme du coup... tout le monde. Comme tout le monde. Du coup, à cette époque-là, tu n'avais pas l'occasion d'exposer ton travail dans les années 50-60. C'est plus tard que tu as commencé à exposer, alors dans les années 70. Attends, la question de mon atelier Vaillinet. Mon atelier Vaillinet. Ah, ça, c'est dans ta jeunesse, oui. La galerie que tu as ouverte. Ça a duré quand même longtemps, hein, Vaillinet. Attends, je n'ai pas les années en tête. Non, mais ça, la galerie Vaillinet, en fait, c'est la galerie que Virginia a ouverte alors qu'elle avait effectivement seulement 18 ans. Donc là, on revient à Buenos Aires. Ouais. Et c'est bien avant de partir à Paris, que tu as eu l'occasion, effectivement, d'ouvrir un lieu qui est devenu un lieu dans lequel tu as pu... Tu recevais tout le monde, tous les artistes, l'intelligentsia, la jeune intelligentsia de Buenos Aires. Et aussi, tu exposais les étudiants de l'école d'art de Buenos Aires. Voilà. Donc ça, évidemment, ça nous permet de compléter ton parcours en Argentine. Mais en France, est-ce que c'était facile pour une femme, entre guillemets, étrangère? Déjà, pour une femme, c'est pas facile, déjà dans l'histoire de l'art. Nous, avec l'exposition qu'on a fait ici, on essaye de mettre à l'honneur des femmes qui étaient peut-être pas assez reconnues à leur époque. Est-ce que c'était facile d'exposer à Paris, de trouver des expositions à Paris? J'ai jamais eu de problème. Donc, tu as beaucoup exposé, et dans les années 50 et dans les années 60. J'ai jamais eu de problème étant une femme. C'est ça qui m'énerve. Je n'ai pas eu de problème étant une femme. Alors, il ne faut pas insister. N'insistons pas, mais j'ai cru comprendre que... C'est juste parce qu'en voyant ta liste des expos, j'avais pas l'impression que tu avais beaucoup eu l'opportunité d'exposer à Paris. Là, je parle des années 50-60, hein, mais... C'était une question relationnelle. Donc, tu as beaucoup exposé à cette époque aussi? Oui. Oui. Bon. Où j'avais l'occasion, j'ai exposé. Ouais. Plutôt des expositions collectives, ou tu avais aussi déjà des expositions personnelles à cette époque à Paris? Je n'ai pas... c'est tout dit dans la monographie. Là, voilà, vous avez qu'à aller l'acheter. Voilà. C'est que j'ai tellement fait des choses. Là, je ne me suis pas préparée pour avoir tout en mémoire. Ouais. Tu connais beaucoup plus, toi, que moi. Tu es en train de me faire rappeler mon vécu à travers tes mots. Bon, alors, peut-être qu'il vaut mieux se concentrer sur les œuvres, alors. Il y a aussi celle-ci. Tu veux, hein, je peux dire tout ce que tu veux, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a aussi celle-ci. Oui, là, ça c'est un petit œuvre comme ça, là. Ça veut dire, ça fait 18 cm. Ouais. Le début, j'ai fait toute une vitrine que j'ai au Bateau Lavoir qui contient toutes ces productions, des prototypes que j'ai fait en petit format. Et puis du petit format, j'ai passé au grand format. C'est une autre expérience, en terre et ensuite en bronze, parce qu'il faut travailler la cire, il faut savoir travailler la cire. C'est toujours une histoire d'application de connaissances. Tu ne peux pas aller en avant si tu ne connais pas la matière. Ça, c'est ma spécialité. C'est mon observation vient de l'observation de la matière. J'aime savoir comment ça fonctionne, la cire, la terre, les bronzes, les marbres. Et c'est une question d'application. Bon, là, par ailleurs, on voit les sculptures de Virginia qui sont prises en photo de manière très belle, sur fond noir, etc. Mais il faut aussi avoir l'expérience d'aller dans son atelier
Et dans son atelier, toutes les sculptures se mêlent un petit peu les unes aux autres. Ça, c'est une photo qui a été prise par Christophe Dauphin pendant qu'il préparait la monographie, pour montrer un petit peu que dans ton atelier, les sculptures, elles prennent aussi une autre vie. Elles ont leur propre vie, en quelque sorte. Elles vivent dans l'atelier. Et puis, effectivement, il y a une espèce de mise en scène presque spontanée qui se crée dans l'atelier. Il y a un bel atelier. Qui est un magnifique atelier. Carré, avec une mezzanine où j'ai les petits taux, groupés tous les petits formats. Exactement. Dans la mezzanine, c'est une exposition différente. Et en bas, j'ai les grandes sculptures sur des grands scaphandres où les sculptures sont présentées. Et c'est très bien présenté. Absolument. Vous pouvez venir tous voir. Vous êtes tous invités par Virginia, et son atelier, c'est vraiment une espèce de théâtre presque spontané de toutes ces figures. Voilà, c'est comme tu dis, une théâtralisation de la forme. Peut-être qu'on peut revenir aussi quand même, donc suite à tes années parisiennes, sur Pietrasanta, où tu t'installes en 1974. Donc, je viens. Je ne me suis pas installée. Tu t'es pas installée, pardon. J'allais travailler et j'y revenais. J'ai pris ma valise, les bouclages, parce que j'ai travaillé comme maquettiste. Il ne faut pas oublier que j'ai gagné ma vie comme maquettiste cadre. Merci, monsieur, dame. J'étais cadre. C'est comme ça, je suis arrivée à cadre maquettiste. Ça veut dire que je faisais la mise en page des revues scientifiques et surtout Sciences et Vie, où je reçois aujourd'hui une retraite des graphistes, heureusement pour moi. Oui, et d'ailleurs, il faut préciser que même au-delà d'être graphiste et d'avoir été la maquettiste de Sciences et Vie pendant plusieurs années, tu as tout un travail de typographie, un travail sur la lettre. Mais ça va avec. Qui va avec, mais qui est important à mentionner quand même. Oui. Parce que c'est quand même un travail différent aussi de maquettiste. C'est le dessin, toujours. C'est le dessin, c'est presque de la calligraphie aussi quand tu travailles la lettre. Oui. C'est très proche de la calligraphie. Absolument. Et d'ailleurs, c'est de la calligraphie. C'est de la calligraphie. Oui. Et d'ailleurs, tes sculptures ont presque quelque chose de calligraphique. On a l'impression d'une ligne, en fait, une circonvolution, une espèce de digression permanente dans les courbes ou justement dans les circonvolutions et les retournements de forme ou les agencements. Ça, c'est une très belle pièce qui s'appelle La spirale danseuse, dont tu as fait aussi bien des dessins qu'une sculpture. Et c'est en bronze. Je l'ai fait en bronze aussi. Ça, c'est un grand boulot d'avoir une pièce comme ça en bronze. C'est une très belle pièce. Oui, elle est magnifique. Donc, effectivement, il y a tout ce travail sur la lettre. Ça, c'est la terre. Hein? Oui, ça, c'est les terres cuites, normalement. Normalement, c'est les terres cuites qui sont photographiées sur fond noir. Mais on les voit bien, dans l'écran. Vous voyez bien ? Oui. Oui. Donc, est-ce que tu nous dirais quand même quelques mots sur l'expérience de Pietrasanta ? Même si tu ne vivais pas là-bas, tu faisais des allers-retours, mais c'était quand même un univers pour une sculptrice, en sachant que les Henry Moore, les Miro, les je ne sais qui, tous les grands sculpteurs sont passés par là. Quelle était cette expérience pour toi ? C'est parce que le coût... En Toscane, Pietrasanta en Toscane. Le coût du bronze... du passage de la terre avec les moulages, toute une manipulation très coûteuse et difficile. À Pietrasanta, c'était l'endroit Toscane du Nord, c'était l'endroit le moins cher de l'époque. Et il y avait beaucoup d'artistes qui allaient à Pietrasanta travailler dans les fonderies, parce qu'il y avait plein de fonderies. Je pense qu'ils sont encore. J'ai travaillé beaucoup en fonderie, beaucoup. J'étais folle de connaître qu'est-ce que c'était la fonderie. Et c'est une expérience énorme, connaître qu'est-ce que c'est la fonte. Il y a une grande partie on va parler de la fonte aux gens qui ne connaissent pas la fonte. Il y a une grande... Quelqu'un connaît la fonte ? Levez la main ceux qui connaissent la fonte. Ouais. Tu as pratiqué ? Oui. Est-ce que tu as produit une... C'est passionnant. C'est un métier extraordinaire. Raconte-nous la technique. C'était pas le métier, ça veut dire l'évolution, la manipulation des matières qui vont de la terre cuite en bronze, c'est vraiment formidable. Ça doit passer par la cire, évidemment. Et la cire, c'est une façon particulière de la manipuler par rapport au moule.
au négatif, le négatif. Et donc, j'ai une demi-salle comme ça, non, pas comme ça, l'écart, des moules en plâtre. Là, actuellement, j'ai le problème parce que j'ai tellement des prototypes, ça veut dire des moules en plâtre, que je ne sais pas quelle est la destinée que je vais les donner. Parce qu'on travaille toujours par rapport à un plâtre. Parce que le plâtre, c'est le négatif de la pièce où tu vas avoir les positifs avec la matière que tu déposes dans le négatif. Il y a un positif et un négatif. Le positif, ça serait la terre quand tu démoules et la cire également, mais la façon de manipuler la cire dans un moule, c'est tout à fait différent que la terre. Peut-être justement pour faire écho à ce que tu dis, j'ai trouvé une phrase de toi dans ton autobiographie discrète, qui est aussi publiée dans la monographie. Il y a un passage qui est très beau où tu parles de ton propre corps par rapport au corps de la sculpture. En tout cas, on devine que tu envisages ton propre corps de manière quasi sculpturale. Je vais lire ce petit passage. Tu vas me dire que tu n'es pas d'accord, mais je vais le lire. D'accord ? D'accord. Je vous lis ce passage, c'est assez intéressant parce qu'on dirait effectivement que Virginia conscientise quelque chose qui est vraiment de la relation sculpture-corps, mais à l'épreuve de son propre corps. Donc je te cite. Ça ne peut que... Mon corps s'est accoutumé pourtant au vertige. J'ai dû apprendre à tenir la tête comme un ballon attaché à la colonne vertébrale. Ce n'était pas non plus du plus commode. Chaque fois que je me balançais, jusqu'à me balancer complètement, je faisais mes adieux. Après tout, le monde est terriblement vertical et bien trop logique. Au moment même où tout sembla se mettre en place, où le temps se cicatrisa, où les orbites se remplirent de regards, où les chaises devinrent stables, où ma tête se posa sur un cou et où le sol devint droit, je changeai de lieu et j'allais au pays du marbre. Pietrasanta. Pietrasanta. Ouais. Exceptionnel. Ouais, c'est un texte que j'aime beaucoup. C'est très beau ce que tu as écrit. En voyageant dans un train. Un micro. Tu l'as écrit dans un train ? J'étais dans le train et puis ça s'est... Parce que quand tu dis « ma tête se tient comme un ballon », on a l'impression que tu... C'est très poétique. On a l'impression que tu es toi-même une sculpture qui prend vie. Ouais. Moi aussi, c'est pour ça que je l'ai lu. Alors, puis bon, c'était aussi une manière... Je suis née dans un pays où, ça aussi c'est très joli, le texte commence, je suis née dans un pays où l'or est dans les arbres. Je pense que c'est là, non ? Parce que le début du texte ? Oui, c'est un texte dont je tiens beaucoup. Je suis née dans un pays, ce qu'il dit là. Non, ça va pas loin là. C'est le début du texte. Je suis née dans un pays. Je suis né dans un pays où la mémoire est traversée par le limon du fleuve d'argent, El Río de la Plata. Imprégné des conquêtes et révoltes mêlées aux langues où la culture précolombienne posait les questions et les réponses. Les mêmes, je les ai trouvés dans cette argile du fleuve qui a donné la forme à ma pensée à travers la sculpture. Wow. Pas mal, hein ? Donc, bon, je crois que comme malheureusement le temps est un petit peu compté, et puis on a aussi une deuxième conférence qui est très importante. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou enfin voilà des questions à poser à Virginia? Vous avez compris qu'elle ne livre pas tous ses secrets, donc maintenant vous avez 10 minutes pour essayer d'en percer quelques-uns, mais on a essayé de traverser les différentes étapes. Oui, bien sûr, on vous écoute. Vous voulez le micro? On va prendre une question de l'assistance. Oui, et puis... Concentre-toi. Hein. Je vais parler... Tout d'abord à dire que lors de l'exposition à la Villa Sauvage... Attends, tu parles plus fort?
Désolée. Je tiens à dire que lors de lors de ma visite à l'exposition de la Villa Sauber, vos œuvres, pour moi, étaient vraiment le cumulus, Le climax. Le climax de l'exposition. Pour l'instant, elle dit que tes œuvres étaient le climax de l'expo. Je vais me lever. Le summum. Le summum de l'expo, c'était tes œuvres. Ouais. Voilà, vraiment, Tu as aimé donc les sculptures qui sont exposées? Oui, voilà, les céramiques. Oui, j'ai beaucoup merci. apprécié. Et votre parcours me fait beaucoup penser à celui de l'arrière-grand-père d'une amie. À celui de l'arrière-grand-père d'une amie qui s'appelle... son arrière-grand-père s'appelait Antonio Berni. C'est Antonio Berni, un très artiste connu, argentin, oui. oui. Et, je l'ai connu vous l'avez connu personnellement à Buenos Aires. Je connais ça de son Mais arrière-petite il était fille. beaucoup plus vieux que moi, quand même. Oui, c'est pas la même génération. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que parce que lui aussi est venu à Paris pour développer sa pratique artistique, si vous étiez resté en Argentine, est-ce que vous pensez que vous auriez atteint ce point, en fait, dans votre création artistique? J'en sais rien. C'est une bonne question, ça. Non, mais... Est-ce que si tu étais resté en Argentine... Je ne peux pas dire quelque chose qui n'existe pas. Si je suis allée à Paris, c'est parce que d'abord j'étais amoureuse de quelqu'un et j'ai couru derrière cet homme dont je ne pouvais pas vivre sans. D'abord ça. Je suis allée surtout à Paris pour ça. Après, Paris m'a pris... c'était extraordinaire à Paris dans les années 53. Extraordinaire. Tous les artistes du monde passaient par Paris. Tous, les Tchèques, les Allemands, j'ai déjà dit, hein. Toutes les nationalités du monde passaient par Paris. Une question de Björn. Non, je réagis. Bon, je réagis. Une réaction. Ouais. Non, parce que tu parles de Paris, et tu m'as dit, quand on s'est vu dans ton atelier, tu m'as dit de toute façon, je ne suis que parisienne, je suis que française aujourd'hui. Oui. Et ça m'intéresse que tu dises ça, c'est quand même étonnant, parce que tu es... Je me suis... argentine, c'est en toi, tu vois, tu parles d'art précolombien, ce qui t'a déterminé dans ton... Et Mais... il y a plusieurs reprises, moi je suis française. Oui. Que française. Absolument. Pourquoi? Oui, parce que je me suis intégrée, tout simplement. Je ne parle que le français. Mal, mais bon, je me parle quand même, vous me comprenez, hein. Tu parles espagnol quand même. Je parle espagnol, mais j'ai peu de possibilités de parler espagnol. Parce que à Paris, on est où ça aujourd'hui? On est à Monaco, là. On est à Monaco. Ouais. À Paris, j'ai une seule personne avec laquelle je parle espagnol. C'est un Argentin de la province, en plus, qui parle comme ha, ha. Ça, c'est bizarre, hein, la prononciation. Parce que nous, porteños, nous sommes très prétentieux. Nous disons que les gens de la province, c'est des pajueranos. Tu comprends ça? J'imagine. Pajueranos. Pareil en France, tu sais. C'est très méprisant. Donc, je suis une porteña pura et dura. Porteña. Mais je suis une Française pura et dura. Ouais. Merci. Oui, je parle que le français à Paris. Je n'ai pas, comme je t'ai dit, la possibilité de parler l'espagnol. Mais aujourd'hui, j'ai parlé l'espagnol avec Madeleine, hein, qui parle l'espagnol. Et j'ai pu échanger avec elle quelques phrases en espagnol. Et j'aimerais pouvoir continuer quand on a l'occasion, comme ça, pour rigoler. Comme l'italien, je parle aussi très bien l'italien. Capisci? Lia, tu as une question d'italien? No. C'est qui cette dame-là? Sì, Monegasco? siamo venuti nel tuo atelier, ti ricordi? Che poi siamo andati a fare la festa. Sì, sono io. Monegasco è italiana, però. E poi siamo andati al bistrò a cantare. Sì. Ci siamo divertiti. È vero che siete venute a... E tu parlavi benissimo italiano, infatti. Di Igor Mitorai, tutti gli artisti italiani che hai conosciuto a Pietrasanta. Igor Mitorai. Ouais. Igor Mitorai était mon voisin parce que le bateau Lavoir n'est pas composé seulement que des Français, c'est un cosmopolite
parce que l'inventeur du bateau lavoir, c'était un architecte qui avait l'idée de mélanger toutes les nationalités des Paris. Et donc, c'est fait, parce qu'il y avait des Polonais, de Bulgares, d'Italiens, des Latino-Américains, moi-même, hein. Et puis, c'était mélangé. Les bateaux lavoirs, c'est cosmopolite. Et voilà. Elles sont venues à mon atelier, cette dame-là, avec les collectionneuses. Une autre dame à côté de moi. Oui. Elle était là aussi. Oui, Non, oui. c'était une expérience fantastique, vraiment. On a aimé beaucoup. On a vu toutes les Tu peux sculptures. raconter ce que tu as vu? Bon, il y avait toutes les sculptures, il y avait les calques. Et après, je voulais acheter d'ailleurs quelque chose, mais tu m'as dit non, ça on ne peut pas l'acheter. Parce que c'est pas la sculpture, c'est le prototype. Je voulais t'accompagner dans la mezzanine. Ah oui. Non, mais j'ai pris les La bijoux prochaine quand même. fois. La prochaine J'ai pris fois. des bijoux. J'ai pris les bijoux. Oui, pièces uniques, très jolies. Et voilà. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont visité ton atelier il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. C'était cet hiver, non? C'était il y a quel mois? 10 jours, non? Oui. 15 jours, oui. Oui, oui. 2 semaines. Oui. 2 semaines, oui. C'est toi aussi qui es venu. Oui. Ah, cet hiver aussi. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as perçu de mon atelier? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Écoute, c'est toujours... alors, ce qui m'a surpris, c'est la profusion. Déjà, effectivement, vous parliez tout à l'heure de dialogue entre... C'est presque une installation en soi. Et comme on disait, vous le disiez dès le départ, on n'envisage pas les sculptures. Il y a tellement différents angles possibles. Mais en plus, tu provoques des dialogues. Elles sont toutes les unes à côté des autres. Les choses sont compartimentées. Tu as les petits formats, les prototypes en haut, des pièces qui sont en pierre et en céramique. Enfin, en céramique, en terracotta au rez-de-chaussée. Et ce qui m'a plu, c'est parce que tu vis avec et on a le sentiment qu'il y a une accumulation et Lia vient d'en parler. C'est difficile de s'en séparer. Et ce qui m'intéresse, c'est ton rapport aussi à ta production que tu gardes, que tu ne tiens pas forcément à... Enfin, c'est difficile de t'en défaire. C'est quoi ton rapport justement, pardon d'en arriver là, mais à la circulation de tes œuvres, au marché? Enfin, comment tu les montres, mais tu les gardes? Oui, je ne vais pas les vendre. Oui. Pour résumer, Je ne vais pas les vendre, non. Pourquoi tu veux pas les vendre? Parce que c'est mon corps. D'accord. Oui. Ça va aller dans un musée. J'envisage, je suis en train de travailler, ou à qui léguer. Avec quel musée? À qui léguer. Si vous voulez, le musée. Ben, tu vois, ça peut nous intéresser, tu Faut sais. négocier. Oui, pourquoi pas. Oui. Pourquoi Mais pas. j'ai une touche avec Ottinger. Ah bah oui, Et c'est grâce à moi. Je suis préféré à la Pompidou, mais rappelle-toi qui te l'a emmené quand même. Oui, donc Didier Ottinger, conservateur à Pompidou, et c'est moi qui te l'ai emmené, mais rappelle-moi de ne pas le faire la prochaine fois. Mais heureusement que tu étais là pour l'amener. Mais Elle s'en souvient encore. Il n'a pas donné suite. Il n'a pas donné suite à la destinée. pour l'instant, il n'a pas donné suite. Pour le moment, peut-être qu'il faut que On a mis une je grave dans sa me tête. rapproche davantage au musée d'art moderne, par exemple. On pourrait aller danser le tango devant le centre Pompidou, par exemple. Comme tu veux. Si je trouve un chevalier qui danse les tangos avec tu moi, peux m'apprendre. volontiers. Très bien. Oui. D'ailleurs, tu m'as dit le tango, il faut être très collé. Mais en Argentine, on dansait collé. Pas copier-coller, mais coller. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, dites-moi hein, si on peut en prendre peut-être une dernière. Non. Mais en tout cas, merci à tous pour vos questions et pour cette discussion sympathique et qui a permis de vous donner un peu plus à toucher, à voir et à comprendre le parcours de Virginia. Donc on est très heureux qu'elle ait fait ce dialogue avec nous et je la remercie chaleureusement si vous pouvez la remercier.